nous allons faire une petite interview sur la partie investissement. J'aimerais bien d'abord que tu nous rappelles en 2 mots ce que fait Inversive et quelles solutions vous développez. Alors, Inversive, c'est une société d'édition de logiciels qui développe une solution qui permet la diffusion d'expériences XR dans le B2B. Et pour permettre cette diffusion XR dans le B2B, elle s'appuie sur 3 piliers, qui est le contrôle des devices, donc le mobile device management, mais aussi le device management de devices fixes. Un deuxième pilier qui est le management des utilisateurs et la protection des données relatives aux utilisateurs. Et enfin, le Content Management System, donc le management des contenus. Donc, pour développer ton entreprise, à un moment, tu as eu besoin de sous. Et j'aimerais savoir à quel moment tu t'es décidé de te lancer dans la recherche de fonds et quel était ton niveau de maturité à ce moment-là. Alors, je me suis lancé dans la recherche de fonds pour Inversive en 2021. Pourquoi je me suis lancé dans cette recherche de fonds en 2021? J'avais des clients on avait commencé à travailler sur le développement de cette plateforme depuis 2018. Et entre 2018 et 2021, on avait trouvé notre marché. Et on avait trouvé 3-4 très gros clients qui étaient prêts et qui avaient déjà commencé à cofinancer la plateforme, la solution. Et donc, à partir de 2021, on s'est dit, il y a un marché, on est capable de montrer qu'il y a une demande sur ce marché-là. Et donc, on va aller rechercher des fonds pour pouvoir accélérer la mise sur le marché de notre produit. Et du coup, quel type de financement t'as ciblé au départ en priorité? Tu cherchais vraiment des fonds privés, mais est-ce que tu as pensé, je sais pas, aux subventions? Est-ce que tu as été voir alors sur la partie privée des business angels, des VC? Voilà, quelles ont été tes approches et pourquoi tu as fait ces choix? Alors, on a commencé à chercher un peu tous les types de fonds au départ, donc en fait on a fait plein d'erreurs, hein, voilà. Parce que t'es pas forcément ultra accompagné sur cette partie-là, puis pas la connaissance, pas l'expérience. Donc on a essayé, on a commencé à travailler en se disant peut-être qu'on peut déjà intéresser des VC. C'était pas la bonne décision. Donc on a cherché des VC, on a cherché des corporate ventures, on a cherché des business angels. Et la réalité, c'est que à ce niveau de maturité-là, c'est des business angels qui peuvent te suivre. Et du coup, quand tu dis on a fait des erreurs, c'était quoi les erreurs? Les erreurs, c'est que à partir du moment où tu veux lever des fonds avec des VC ou des corporate ventures, il faut avoir un stade de maturité qui est plus élevé que celui que l'on avait à ce moment-là. C'est pas uniquement des preuves de marché qu'il faut avoir, mais une traction marché. Et on était plutôt dans la preuve de marché à ce moment-là que de la traction marché. Pareil, le niveau de maturité du produit était plutôt sur un MVP que sur une V1 à ce moment-là. Et pareil, donc il y avait maturité du marché, maturité du produit qui n'était pas encore suffisant pour du VC, en tout cas en Europe. Très, très clair. Et du coup, tu dis VC, Business Angel, etc. Comment tu as fait pour les identifier, pour les trouver? Tu avais des réseaux déjà ou comment tu as fait pour trouver ces noms? Alors, plusieurs choses, hein. Il y a toujours un petit peu d'appel entrant qui arrivent justement souvent des VC qui eux cherchent quand même à droite à gauche des sujets qui peuvent les intéresser. Donc ça a été on va dire une première manière de trouver des gens, c'est répondre à ceux qui vous appellent. On a souvent dans nos petits mails des demandes à droite à gauche et parfois qu'on ne considère pas. Et la réalité, c'est que eux, comme nous, bah, font leur métier, hein. Ils cherchent des entreprises dans lesquelles investir, c'est leur travail. Et donc, si on leur répond, bah, on va au moins jusqu'au rendez-vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, dans mes entreprises précédentes, puisque je suis entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 18 ans, j'avais été accompagné auparavant sur d'autres structures par des business angels.
et que ces business angels, du coup, m'ont permis de me mettre en relation avec d'autres business angels ou avec des family office ou avec des ventures capitalistes, qui m'a aussi facilité la tâche. Ok, ça fait quand même un gros panel. Donc, du coup, par rapport à ta présentation, ton pitch, est-ce que à chaque fois que tu voyais un profil un peu différent, tu t'adaptais ou finalement c'était le même pitch? Complètement différent. Quand on a, enfin, c'est pareil, hein, c'est des choses qui ont évolué avec le temps. Il n'y a pas, j'avais pas la bonne façon de faire au démarrage. On en reparlera parce que là, on parle de la levée de fonds de 2022. Là, je viens d'en clôturer une en 2025. Les erreurs, je les ai pas reproduites. Mais ça a été petit à petit, je me suis très bien rendu compte de ce qu'attendaient les VC. Et donc, c'était un pitch très carré, simplifié au possible. Donc, même dénaturer le produit pour pouvoir le simplifier, dénaturer le business model pour le simplifier. Vraiment être quasiment dans de la mathématique pour du VC. C'est ça qui l'intéresse. C'est en fait quel est mon prix par utilisateur, quel est mon prix par casque, et à partir de là, quel est mon coefficient multiplicateur si j'ai demain plus d'argent. Et donc, de manière mathématique, je vais faire plus tant de chiffre d'affaires et que de manière mathématique, la valorisation de l'entreprise, elle va valoir tant. Le travail pour vis-à-vis d'un venture capitaliste, il est avant tout de simplifier les choses. On est en face de personnes qui n'ont pas d'émotion, c'est pas leur travail, qui n'ont pas de vision non plus, ni de produit, ni du marché. Donc, que tu leur expliques qu'un jour, tout va passer par toi, tu vas être le centre du monde, c'est pas du tout la bonne démarche. Ils y croiront pas, d'ailleurs. Donc, en tout cas, nous, dans le cas d'Inversive, ça a vraiment été, moi j'ai coupé complètement certains business models, la vision que j'avais de mon propre produit pour la simplifier à quelque chose qu'ils étaient capables de retranscrire dans leur tableau. Et moi, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai positionné Inversive non pas comme un socle technologique complet et indépendant, mais que je l'ai positionné comme un MDM. Alors que c'est un tout petit bout de ce qu'on fait. Mais ça, ils le comprenaient très bien. Ils étaient capables de mettre en face plein d'autres MDM et de voir la croissance qu'il pouvait y avoir. Donc ça, c'est super important. En parlant à des VC, on parle à des gens qui vont mettre des chiffres dans des tableaux. Et c'est le résultat des chiffres dans les tableaux qui vont dire j'investis pas. Voilà. Ok, très clair. Donc ça, c'est Euh, côté VC. C'est- ouais, c'est ça. Et l'autre? euh, Après, il y a côté corporate, où là, c'est encore complètement différent. Là, ton discours, tu vas l'adapter en fonction des avantages de l'entreprise à investir dans ton produit. Donc là, c'est pareil. Tu vas peut-être réduire ton champ de vision en te focalisant sur c'est un industriel, ce qui l'intéresse dans mon produit, c'est cette partie-là, c'est pas tout le reste de ce que je suis en train de faire, etc. C'est ce va l'intéresser pour lui et de quelle manière lui, ça va lui faire économiser de l'argent ou gagner de l'argent lui. C'est dans cette façon-là que tu vas positionner ton produit, donc c'est vraiment pareil, une manière complètement différente de présenter le même produit. Et puis après, tu as la troisième catégorie, les business angels, où là, c'est encore complètement différent. Là, tu donnes ta vision complète. Ce qui est important, c'est qui tu es toi. Parce que les gens, ils investissent sur un humain. C'est OK, est-ce que toi, c'est quoi ton background? Qu'est-ce que tu as réussi auparavant? Quelle personne tu es? Quel niveau de résilience tu es? C'est des chefs d'entreprise qui ont réussi eux et ils savent ce qu'il faut pour pouvoir réussir et ce qu'il faut pour pouvoir réussir avant d'avoir un bon produit, avant d'avoir la bonne idée, avant d'avoir le bon réseau, c'est d'être la bonne personne. Et c'est le troisième type. Donc, presque pas de business plan. Ils s'en foutent. Ce qu'on écrit sur des bouts de papier, ils vont te dire, tu pourrais m'écrire 1 milliard comme tu pourrais m'écrire 1 euro, ça serait la même chose. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire au quotidien et est-ce que tu es capable, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, est-ce que tu vas être capable de passer les étapes? Ok, très bien. Ça, c'est un beau débrief des trois grandes catégories d'investisseurs. Je pense que on a bien compris.
Euh, quand tu, quand tu les as rencontrés, toutes ces entreprises, tous ces business angels, c'est quoi qui a été un peu ton plus gros challenge? Qu'est-ce que tu as trouvé comme barrière? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissaient rien à l'XR, parce qu'ils étaient réticents, parce qu'ils comprenaient mal le business model de notre écosystème? C'était quoi tes plus gros défis et aussi comment tu les as surmontés du coup? Bah, je vais dire que je les ai pas, il y en a la plupart, je les ai pas surmontés, puisque j'ai pas levé avec, des fonds d'investissement, ni avec des corporate ventures. Donc, 2 gros échecs, pour une réussite avec des business angels. Et donc la première chose, c'est, les VC aujourd'hui, justement quand on parle uniquement de mathématiques, le marché, ils le comprennent très mal, ils ont pas de compréhension des business models qui peuvent exister. Même quand on a la capacité de leur montrer quels sont les business models, ils ont du mal à les entendre. Donc ça, c'est les principales difficultés sur les VC. Sur les corporate ventures, ça a été un échec, mais ça a été un échec, on va dire, en 2 temps, puisque on a passé beaucoup d'étapes avec les corporate ventures, plus qu'avec les VC. Les corporate ventures, ils sont plutôt dans une phase d'attente en ce moment. Donc, mais même pour les VC, je pourrais dire la même chose. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une levée de fonds, c'est pas, enfin, le financement d'une entreprise, c'est pas une levée de fonds. Le financement d'une entreprise, c'est une histoire. Et tu la commences en 2021. On est en 2025, il y a déjà eu 2 étapes de cette histoire. Et en 2026-2027, il y aura une troisième étape de cette histoire. En 2029, il y aura une quatrième étape. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Ce que tu dis hier, quand je dis hier, c'est peut-être il y a 5 ans, et ce que tu dis demain, bah, ça sera jugé par quasiment les mêmes personnes. Et ton dossier qui est passé par un endroit, il y est resté. Donc, ce que je voulais dire en tout cas, c'est que les ventures capitalistes, nous, on a passé par exemple les toutes premières phases d'analyse. On avait un bon deck, on avait un marché, on avait des beaux noms à annoncer. Donc, on a été jusqu'au premier rendez-vous. C'est les analyses financières qui sont pas passées. Sur les corporate ventures, on a pareil, on avait un bon deck, on avait bien expliqué ce qu'on faisait. Donc, on a passé les premières étapes. On a passé les premières étapes d'analyse et c'est quand on est rentré vraiment dans les discussions où ça s'est arrêté en disant on est un petit peu trop tôt. Mais c'est pareil, que ce soit les VC ou les corporate ventures, ils nous ont pas dit non, on ne veut pas vous écouter, ce que vous avez fait c'est n'importe quoi et on n'ira jamais. À chaque fois, les réponses c'est trop tôt, on va continuer à suivre le dossier et on se revoit dans 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, en fonction de vos résultats. Ou ça a même été des fois, si dès que vous atteignez cette métrique-là, vous revenez vers nous. Ça, c'est le cas par exemple des VC. Donc ça a été les échecs. Et puis sur les réussites, ça a été sur les business angels. Donc là, peu de compréhension, encore une fois, du marché. Donc il y a un plus gros travail, mais comme c'est un travail qui est fait plus d'humain à humain, donc c'est aller voir les gens pour de vrai. On ne convainc pas un business angel sans se déplacer, sans aller même chez lui, dans sa maison, il y a quelque chose d'humain qui passe au-dessus du reste, qui est super important, même dans le respect de la personne qu'on va avoir en face de nous. C'est justement, hein, c'est quelqu'un qui veut un business angel, tu vas le convaincre par ta personnalité, mais quand je dis ta personnalité, la factualité de ta personnalité. La personne va t'appeler, va te dire, bah en fait, moi je suis dispo demain à 14h en Arabie Saoudite. Et ben, t'as demain, il est 24 heures avant, il te reste 2 heures pour prendre ton avion, monter dans un avion, annuler tout ce que tu avais prévu de faire avant, arriver là-bas et lui montrer que ta décision, tu as été capable de la prendre en 2 minutes 30 et de respecter ce que tu lui disais jusqu'à maintenant. Parce que lui, tu vas lui demander de faire un virement après, en quelques semaines ou quelques mois. Donc c'est un peu ce ratio-là, donc ça c'est hyper important. Montrer ton envie et que ton envie soit correspondante à ce que tu demandes à la personne en face de toi. Ça a été, je pense que c'est déterminant.
Et puis, ce qui rassure les business angels, avant tout, comme je le disais tout à l'heure, c'est ton track record de toi en tant qu'entrepreneur. Depuis combien de temps tu entreprends? Quelles ont été tes réussites? Quels ont été tes échecs? Est-ce que tu es capable de montrer en fait que tu es un bon entrepreneur? Pas que ton produit il est bon, que ton marché c'est le bon. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de lever avec DBA. C'est que le marché ne les intéresse pas forcément, ils y croient pas forcément, mais ils se disent que avec une personne qui s'engage comme moi, peu importe en fait le marché, peu importe le produit, ça devrait le faire. Ok. Et du coup, tous ces gens, malgré tout, est-ce qu'il y a des choses dans toutes les conversations que tu as eues avec soit les VC, les corporate ventures, peu importe, mais des points qui t'ont vraiment marqué, tu as dit, ah ouais, ça c'est vachement intéressant, il me fait avancer, des retours, des choses vraiment impactantes. Tu peux en sélectionner une ou deux qui t'ont vraiment marqué? Tu peux Ah bah, partager? les choses très impactantes, hein, ça a été les VC qui te disent je comprends pas ton produit. Voilà. À partir du D'accord. moment où je comprends pas ton produit, c'est trop compliqué, il y a trop de business model, on en revient à OK, ta vision c'est ça, ton explication ça doit être ça. Je trouve que ça la chose la plus importante, c'est peu importe la vision globale que tu as de ton produit ou de tes services, il faut être capable de l'expliquer de manière très simple et que ça ne pose pas de questions. Si ça pose question, c'est que ton pitch il est trop complexe, que tu as vu peut-être trop loin et pour eux ça les inquiète. C'est simplifier, 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 simplifier. En 4 slides, tu dois pouvoir expliquer la problématique que règle ton produit ou tes services, ton marché et comment tu vas l'attaquer, comment tu t'en différencies et quel est ton business model et comment il va être rentable. Ouais. En fait, il y a 5 questions et si tu réponds à ces 5 questions-là de manière pragmatique, t'hésites pas. S'ils essayent de rentrer un petit peu dans le détail, tu as une réponse à tout ça. En fait, du coup, le plus gros conseil que j'en ressors, c'est dis-en le moins possible quand tu pitches. Laisse-les, eux, aller creuser, puisque plus tu leur en donnes, plus tu vas leur permettre aussi de rentrer dans du détail où peut-être tu n'auras pas la réponse. Alors que l'inverse fonctionne dans l'autre sens, et moins t'en dis, plus ils vont être obligés de se poser des questions à l'intérieur où toi, tu auras déjà la réponse. Et c'est la capacité, la fluidité que tu vas avoir de répondre sur chaque question qui va aussi les convaincre ou pas les convaincre. D'accord. Ouais, ça fait du sens parce qu'à fortiori aussi, ils gèrent leur temps. Je pense qu'ils doivent maximiser le temps qu'ils passent avec leurs prospects. Et alors, du coup, s'il y avait une seule chose que tu ferais différemment si tu devais recommencer aujourd'hui, la principale, qu'est-ce que tu ferais si tu devais refaire tout cet exercice? Vraiment une chose principale où tu te dis, ça, c'était vraiment une erreur, je vais gagner du temps aujourd'hui avec mon expérience. Si je devais le faire maintenant, je ne ferais pas ou je ferais. C'est une vraie belle question. Je me mettrais beaucoup moins la pression. Je me Ah, mettrais beaucoup intéressant. moins la pression. Je me dirais que avant de commencer, je me dirais que ça va prendre du temps. Donc moins se mettre la pression et trouver un modèle de levée de fonds qui correspond à mon niveau de maturité. Donc, tu vois, peut-être que le travail que j'ai fait sur les VC en 2021 était pas pertinent. En 2025, c'était pertinent pour pouvoir les accompagner et préparer la levée de fonds d'après. Mais tu vois, c'est bien choisir à quel niveau de maturité t'es pour aller adresser quel type d'investisseur. Et après, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est de quelle manière tu vas avoir besoin de l'argent et dans quel délai. Et il y a des modèles de levée de fonds qui sont complètement différents les uns des autres. Tu peux te dire, bah moi je veux lever 3 millions d'euros, tant que j'ai pas 3 millions d'euros et que tout le monde n'est pas autour de la table, bah j'ai zéro sur mon compte. Ça, c'est le modèle de la levée de fonds classique. C'est une énorme erreur, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé de faire au début. Heureusement, j'ai arrêté à temps, parce que je pensais que j'allais être capable en 6 mois de lever ce que j'avais besoin de lever.
Ça n'a pas été le cas. Il a fallu que je change mon fusil d'épaule. Donc j'ai mis en place, grâce à mes avocats, alors là, c'est être bien entouré aussi au niveau juridique, être bien entouré aussi dans ses actionnaires ou les gens qui nous conseillent. Mais il y a plein de modèles pour pouvoir lever des fonds. J'ai fait des obligations convertibles. Donc ça permet de toucher l'argent directement sur ton compte et de dire quand on arrivera à tel montant ou à telle date, les sommes qui m'ont été prêtées et qui se convertiront en capital au bout d'un moment, elles se transformeront si j'arrive à telle somme ou à telle date, elles se transformeront en actions. Tu avais besoin de l'argent tout de suite, c'est un des modèles pour pouvoir avoir l'argent tout de suite. Il y a aussi le prêt d'une action et faire du compte courant d'associé pour pouvoir intégrer tes fonds au fil de l'eau. Moi, j'ai utilisé les deux modèles que je viens de donner là. Une partie que j'ai fait en obligation convertible, une partie où j'ai fait un prêt d'action pour pouvoir que les gens me fassent du compte courant d'associé sur lequel j'avais déjà un accord de conversion à une valeur. Et ça m'a permis sur un an de faire rentrer mes fonds, non pas d'attendre la fin de l'année parce que sinon je n'existerais plus, mais de pouvoir les faire rentrer tous les mois, tous les 2 mois, une partie de ma levée de fonds et d'arriver, tu vois, au bout d'un peu moins d'un an à avoir récolté la somme que je souhaitais. Mais il fallait la récolter de manière séquentielle et pas en une seule fois. Donc voilà, regarder tous les modèles de levée de fonds, c'est méga important. Parce que tu dis pas non à quelqu'un qui peut te donner 100 000 euros dans des sociétés comme les nôtres, et t'as pas le temps d'attendre qu'ils soient tous d'accord et que tout le monde ait trouvé la bonne solution et que la valorisation soit la bonne. Elle va s'adapter, ta valorisation, en fonction des gens qui vont arriver petit à petit. Elle va peut-être même augmenter entre le moment où tu as eu les premières personnes qui sont entrées et les dernières personnes qui sont entrées. Je trouve que ça, c'est vachement important comme conseil. Alors, il y a plein d'entrepreneurs XR qui cherchent des sous. Il y en a qui ont des super solutions. C'est vrai que tout ça est un peu complexe. Je sais pas, les obligations convertibles, c'est pas un truc qui vient spontanément non plus. Donc, qu'est-ce que tu dirais? À qui ils doivent s'adresser là? Quelle est la première démarche à déclencher d'après toi pour une boîte sérieuse qui veut vraiment y aller? Quels sont les organismes qui peuvent l'entourer, les institutions qui peuvent les soutenir? Est-ce que tu aurais un conseil de ce point de vue-là? Alors moi, je suis pas de bon, je pense que je suis pas de bon conseil là-dessus parce que je me suis très peu fait aider par des organismes ou Si, tu as besoin d'avoir un bon expert comptable, tu as besoin d'avoir un bon avocat. Voilà. Qui Ouais. va te dire, c'est lui qui va. Moi, j'ai pas inventé les obligations convertibles. Mon avocat, je l'ai appelé, je lui ai dit j'ai besoin de l'argent, j'ai quelqu'un qui est prêt à me donner déjà tant à tel moment. Comment on fait? Elle D'accord. m'a dit on peut faire comme ça. Et après, comme je le disais, donc ce qui est super important, en tout cas vis-à-vis des business angels, c'est qu'ils se disent pas je lui donne l'argent, puis l'argent, je suis pas protégé sur l'argent que je vais lui donner. Donc le sérieux du cabinet d'avocat avec lequel tu es, la façon dont ça va se passer avec le cabinet d'avocat et la relation avec l'investisseur est méga importante. Parce que toi, tu vas rassurer par ta personne, mais après derrière, ils se disent ok, c'est carré, c'est sérieux, il y a un vrai cabinet d'avocat qui est derrière, qui me protège moi et qui protège aussi l'entrepreneur. Donc un très bon cabinet d'avocat, un très bon cabinet d'expertise comptable, c'est méga important. Après, des institutions, je pense qu'il y a BPI qui peut être de très bons soutiens, mais moi je m'en suis pas du tout servi. Euh, voilà, parce que c'est long et que c'est compliqué et que voilà. Après, pour trouver des business angels, c'est ta vie de tous les jours en fait. C'est à chaque fois que tu vas dans un endroit, que tu rencontres des gens, que tu es dans un salon, que tu discutes avec quelqu'un. Tu vas sentir que la personne, si tu l'intéresses, elle a une belle entreprise. Le business angel, c'est pas un milliardaire, hein. Le business angel, c'est quelqu'un qui a peut-être 300, 400 000 euros de côté et qui se dit, je suis prêt à jouer un quart, un cinquième, un dixième de ce que j'ai mis de côté parce que j'ai un coup de cœur pour la personne, parce que le produit me plaît, parce que il a l'air d'avoir compris et de pouvoir aller chercher son marché. Donc c'est un travail constant de tous les jours
et ouais, de tout instant. Tu es dans un salon, en fait, tu vas tomber sur quelqu'un et tu vas garder contact et tu vas tenir tes engagements une fois, deux fois, trois fois. C'est le patron de la PME qui est ton client, que tu vas servir correctement une fois, deux fois, trois fois. C'est la personne qui, depuis 10 ans, te connaît, 15 ans te connaît professionnellement et à qui t'as peut-être jamais rien demandé. Et qui, lui, a eu peut-être besoin de toi et tu lui as rendu ce service ou tu lui as rendu la prestation que tu lui avais promis. Et à ce moment-là, bah, tu l'appelles et tu lui dis, bah, maintenant je cherche de l'argent. C'est toute ta crédibilité. On en revient à les business angels. Ce qu'ils cherchent, c'est une crédibilité, c'est une constance, c'est une résilience. C'est c'est ça qui va faire, OK, bah, en fait, là, tu m'avais jamais rien demandé. Ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. À chaque fois que je te demande quelque chose, c'est rendu en temps et en heure. C'est le niveau de qualité que tu m'avais promis. Tu vas faire la même chose avec mon argent dans ton entreprise. Et c'est Mmh. comment tu vas gérer mon argent, en fait. Donc Ouais, ça, du je pense que réseau, c'est ouais, du réseau. beaucoup de réseau, beaucoup de réseautage. D'accord. Ben, écoute, je vais te poser donc la dernière question. Je suis une société XR et je cherche de l'argent. Je vais commencer ce périple. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Encore une fois, ne pas se mettre la pression. Faut pas se mettre la pression. Ça va prendre du temps. Tu le sais avant de commencer. Et chaque étape est importante. Et chaque étape n'est pas la dernière. C'est pour ça qu'il faut s'armer de patience, faut s'armer de courage, faut s'armer de résilience. Parce qu'en fait, quand tu es rentré dans ce modèle-là, tu n'en sortiras que soit quand tu auras vendu ta société, soit quand ta société, elle fermera. Et ça, faut en avoir conscience. Donc, prendre les choses avec le maximum de recul, le maximum de patience, se focaliser sur chaque étape parce que chaque étape est importante, chaque contact est important, chaque défaite est importante. Qu'est-ce que tu as appris, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché, etc. Et comme je le disais, c'est une construction brique pas après brique. Tu vas pas lever ton mur en 2 jours, bah, ça va prendre du temps. Et le segmenter un maximum dans ta tête et aussi sur la pression sur tes épaules. On n'arrive pas. Alors, moi, je dis ça parce que c'est mon expérience à moi et c'est peut-être la force que j'ai pu, l'endroit où j'étais fort. Il y a des gens qui arrivent à lever 10 millions d'euros d'un coup. Moi, j'en ai jamais été capable. J'ai essayé pourtant. Mais pour moi, ça a été, bah, 50 000 euros, c'est 50 000 euros. 100 000 euros, c'est 100 000 euros. 200 000 euros, c'est 200 000 euros. Et c'est en se battant tous les jours que bah, ça monte. Et puis finalement, à la fin, ça fait quand même des sommes qui sont intéressantes. Eh bien, super. Bah, écoute, rien n'est terminé, hein. Au niveau de maturité suivant, peut-être que les VC, effectivement, s'intéresseront à Invertive. Donc, on te souhaite le meilleur. Et en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que ça servira beaucoup notre communauté. Merci infiniment, Valérie.